Ce dimanche 2 octobre, les Brésiliens sont appelés aux urnes pour des législatives et pour élire leur prochain président. Pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin, nous retrouvons tout de suite en direct de Rio de Janeiro Maude Chirio, historienne française et spécialiste de l'histoire du Brésil. Elle est l'auteure de Mon cher Lula, lettre à un président en détention. Bonjour, merci d'être avec nous. Les derniers sondages donnent toujours Lula, l'ancien président de gauche, gagnant face au président d'extrême droite. Selon vous, cela se résumera à un duel en dépit de la présence d'autres candidats? Ah oui, il y a aucun doute sur ce fait. Les autres candidats sont des candidatures de témoignage. Leur importance actuellement, c'est de savoir dans quelle mesure ils vont déterminer ou non le fait que Lula gagne ce dimanche au premier tour les élections, ce qui aurait une influence très importante sur la suite du processus électoral, puisque les troupes de Bolsonaro et une partie des institutions qui lui sont favorables, comme l'armée ou une partie de l'armée, ont des capacités à se mobiliser entre les deux tours s'il y a un deuxième tour. Donc la question maintenant, c'est de savoir si l'électorat va simplement se diviser en deux et auquel cas Lula gagnerait au premier tour, et si les autres candidatures qui ne dépasseront pas les 7-8% continuent d'exister, alors l'électorat s'éparpillera et il y aura un second tour. C'est l'unique enjeu actuellement. Alors, selon vous, c'est déjà perdu pour Jair Bolsonaro ou rien n'est encore joué? Alors, électoralement, c'est très très compliqué pour lui d'espérer une victoire. C'est pas pour ça qu'il se considère comme défait. Et ses troupes et toute une partie des forces politiques qui l'appuient depuis 4 ans et qui continuent de l'appuyer considèrent comme inacceptable de simplement accepter une défaite. Ce qui est certain, et vous n'aurez aucun observateur, ni même homme politique de quelque camp qu'il soit, qui vous dira le contraire, c'est que il n'y aura pas ensuite, après le scrutin, des semaines de paix civile, sans violence, sans contestation, sans mobilisation armée, de la part des brigades militaires du Sud, de la police militaire, une partie de l'armée probablement, et des milices et des groupes militants qui sont très très armés, qui se sont considérablement armés au cours de ces 4 dernières années. Donc, électoralement, Bolsonaro est très faible par rapport à Lula, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit s'attendre à simplement un scrutin simple où Lula gagne au premier ou au second tour. Il est investi le 1er janvier. Ça, c'est certain qu'il ne se passera pas ça. La question est de savoir dans quelle mesure les violences seront périphériques, sous contrôle d'institutions qui sont dépositaires du maintien de l'ordre, ou si une partie de ces institutions elles-mêmes vont participer au désordre. Lula pourrait donc faire son grand retour après 19 mois passés en prison pour corruption. Comment expliquer sa popularité? Qu'est-ce qu'il incarne pour les Brésiliens? Alors c'est important d'abord de dire que Lula, il a passé 19 mois en prison pour des accusations qui ont été systématiquement toutes abandonnées par toutes les instances juridiques et que la raison de son emprisonnement n'est pas des faits de corruption. La corruption est un phénomène endémique, y compris à gauche au Brésil, y compris dans le parti de Lula, y compris de la part de gens qui ont travaillé avec Lula. Lula lui-même n'a jamais été condamné, ni même fait l'objet d'enquêtes sérieuse aux yeux d'associations internationales de juristes. Donc il a été mis en prison pour ne pas participer aux élections de 2018 qui ont été gagnées par Bolsonaro. Désormais, c'est quelque chose qui fait partie de la scène publique. L'abandon des poursuites a été médiatisé et maintenant, une grande partie des Brésiliens qui ont été convaincus de la corruption généralisée du système, et y compris de Lula et de Dilma Rousseff, ont compris que c'est pas exactement ça et que c'est plus compliqué. Donc il y a cet élément-là. Et l'autre élément qui est clair, c'est que Lula représente un vote anti-Bolsonaro. Il y a tout un tas de gens qui n'aiment pas du tout Lula, qui n'aiment pas du tout le Parti des travailleurs dont il est non pas président, mais membre, mais qui sont en désaccord profond avec ce qu'est devenu le Brésil sous la présidence de Bolsonaro, en particulier du fait des effets de la pandémie. Ça a été un élément qui a profondément fait perdre de la popularité à Bolsonaro, le fait de ne pas vacciner correctement la population, de ne pas protéger la population. Et Lula est pour plein de gens un vote utile, comme on dit. Il représente l'unique possibilité de se débarrasser de Bolsonaro. Donc il y a un double phénomène. Ne pas penser que Lula remet sur le siège présidentiel malgré sa corruption. Les imaginaires ont changé et il faudrait les changer aussi à l'étranger. Lula a fait l'objet d'une guerre juridique. Il n'a pas été en prison parce qu'il était corrompu. Il a été en prison pour ne pas être candidat. Et ça, il y a une partie de l'opinion qui a intégré
cette nouvelle information. Et par ailleurs, même pour les gens qui le considèrent comme corrompu, mauvais, vieux, tout ce que vous voulez, il représente l'unique vote possible pour se débarrasser de l'extrême droite. Et quelles sont les préoccupations des Brésiliens aujourd'hui qui vont orienter leur vote? Alors, les préoccupations, c'est d'abord la situation économique et sociale. Il y a au Brésil actuellement, hein, depuis essentiellement le milieu de la pandémie, une explosion de la misère, en particulier de la misère urbaine, une explosion des inégalités, puisque les secteurs riches survivent très bien à l'approfondissement de la crise économique, une montée du chômage, une montée du travail informel. Les rues sont pleines, les rues des grandes métropoles sont pleines de population et de familles entières qui vivent sur les trottoirs. Donc la question de la consommation, du travail et d'un État qui protège, puisque toute une partie des dispositifs de protection sociale et d'État-providence qui avaient été créés, pas simplement par le Parti des travailleurs, mais par le centre droit avant le Parti des travailleurs, hein, disons depuis que la transition démocratique après la dictature militaire s'était installée, ont été détricotés par Bolsonaro. Il y a une énorme attente de revenir à une situation non pas de confort, mais de sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité dans l'emploi, sécurité dans le logement. Donc ça, c'est l'enjeu absolument principal. Alors, oui, je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. Non. Le deuxième enjeu, c'est qu'il y a désormais une perception de ce que Bolsonaro a une dimension qu'on pourrait appeler fascisante, même si le mot est un petit peu compliqué à utiliser, c'est-à-dire qu'il attise les haines, qu'il attise les violences au sein des familles, qu'il a un discours extrêmement provocateur, extrêmement violent, auquel ont adhéré tout un tas de Brésiliens pendant plusieurs années et dont il se détache pour des raisons qu'il faudrait expliquer en sociologie politique et peut-être en psychologie collective, hein, psychologie sociale, et qui désormais, si vous voulez, dans la communication publique, Bolsonaro, c'est le candidat de la rupture, le candidat de la brisure, le candidat de la bipolarisation, et Lula a créé sa campagne sur le candidat consensuel qui prend comme vice un homme de droite, et donc il représente la réconciliation en fait de la grande famille brésilienne de la nation. Merci beaucoup, Maud Chériot, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Mon cher Lula, lettre à un président en détention.